Les hommes qui naissaient à l'Antiquité avaient une espérance de vie de 30 ans et ceux qui naissaient en 1900 avaient une espérance de vie de 50 ans. Aujourd'hui en France, l'espérance de vie est d'environ de 80 ans. Et tu sais pourquoi elle n'arrive pas à l'augmenter plus? Parce que 2 personnes sur 3 vont mourir d'une maladie qui aurait pu être facilement évitée. Et c'est même pire que ça. L'espérance de vie est même parfois en train de reculer dans certains pays même développés. Pourtant, à côté de tout ça, certaines zones du monde sont en train de réussir l'impensable, vivre jusqu'à 100 ans en pleine forme. Le 29 août 2023, Netflix sort son nouveau documentaire « Vivre jusqu'à 100 ans, les secrets des zones bleues ». Il y a 5 zones bleues qui s'affichent juste devant vous à l'écran et dans cette vidéo, on va voir les 5 paramètres qu'il faut retenir pour que toi aussi tu puisses vivre jusqu'à 100 ans. Et on va également voir pourquoi ce documentaire ne te dit pas toute la vérité et pourquoi il est orienté politiquement et donc est passé sur certains points très importants. Surtout que, on y reviendra après, dans les 5 zones bleues citées par Netflix, il n'y a pas Singapour alors que l'espérance de vie est en moyenne de 85 ans. Le premier paramètre, c'est la famille. La famille, c'est super important dans les zones bleues. Si on remarque le point commun entre les petits vieux du Japon d'Okinawa, les Sardes et les Américains qui vivent jusqu'à 100 ans dans le documentaire, ils sont tous très proches de leur famille. On aurait pu penser que c'était l'alimentation, le sport ou autre chose, le facteur principal, mais la proximité à la famille est ce qui fait tenir les gens le plus longtemps possible. D'ailleurs, on estime que quand on met un petit vieux, si vous me permettez l'expression, en maison de retraite, il perd entre 2 et 6 ans d'espérance de vie tellement il va tomber dans une dépression profonde. En fait, l'isolement, c'est horrible quand on est âgé. Quand tu y repenses, tu es tout seul et quelque part, tu sais que tu dois juste attendre le moment où tu vas mourir. Donc forcément, là, quand il y a des vieux qui se retrouvent entre eux, qui font les activités, du bénévolat, etc., ben oui, ça booste l'ocytocine, une des 4 hormones du bonheur, qui est l'hormone du bonheur qu'on ressent lorsqu'on est en contact, lorsqu'on s'amuse avec d'autres personnes. Donc forcément, ces petits vieux-là, ben ils ont la pêche. En plus, comme ils parlent entre eux, parce que je rappelle qu'en maison de retraite, on se rend peut-être pas compte, mais les gens ne parlent pas vraiment entre eux, et ben leur cerveau est stimulé. Ils peuvent apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles conversations, de nouveaux débats, bref, faire de nouvelles réflexions. Et tout ça participe à garder ces petits vieux jusqu'à 100 ans en pleine forme parce que leur cerveau pète la forme, littéralement. Et le deuxième point après la famille, c'est toujours pas l'alimentation, c'est toujours pas le sport, mais c'est bien le rire. On va parler après de la nutrition parce que justement, c'est là où Netflix a été un petit peu beaucoup orienté politiquement. En fait, à Nicoba au Costa Rica ou à Loma Linda aux États-Unis, ces gens s'amusent et rigolent entre eux. Donc bien sûr, ça stimule les hormones du bonheur, mais surtout, ça te donne envie le lendemain de te réveiller pour repasser des moments comme ça. À Okinawa au Japon, les gens jouent, ils s'amusent. Et c'est une notion qu'on a oubliée aujourd'hui dans nos petits vieux occidentaux, les gens ne s'amusent plus. Une personne passée à un certain âge sait qu'elle va juste dépérir et pourrir en maison de retraite. Alors que là-bas, ils font des jeux de toutes sortes. Et surtout, on le voit dans le passage lorsqu'ils sont au Costa Rica, dans Nicoba, ils s'occupent des problèmes qu'ils peuvent régler. Ça ne veut pas dire qu'ils mettent des œillères sur le reste du monde. Ça veut juste dire qu'ils n'essayent pas de régler des problèmes sur lesquels ils n'ont pas d'impact. Et ça améliore profondément le bien-être. Leur problème, par exemple, ça peut être comment gagner au jeu. À Nicoba, c'était comment couper les arbres. Ils ne vont pas se dire, tiens, comment je vais faire pour régler la faim en Afrique, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en soucier. Ça veut dire que se soucier des problèmes sur lesquels on a un impact est hyper important pour la gestion du stress et la longévité du corps. Et d'ailleurs, on pourrait faire un lien avec Jordan Peterson qui explique qu'aujourd'hui, on a de moins en moins confiance en nous, donc on a de moins en moins de sérotonine, une des hormones du bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si demain tu fais du tennis, tu vas te comparer à Rafael Nadal. Demain, tu fais de l'entrepreneuriat, tu vas te comparer à Elon Musk. Alors que ces gens-là, ils se comparent entre membres du village. Donc en fait, tu es forcément le meilleur de quelque chose dans ton village. Et ça participe à améliorer ton bien-être. Et bien sûr, ils chantent, ils rigolent ensemble, enfin bref, entre le rire et la famille, ces gens-là ont de quoi vivre jusqu'à 100 ans. Mais qu'en est-il de l'alimentation? Parce que forcément, ce que tu manges a un impact. Je te rappelle qu'on dit souvent, on est ce que l'on mange. Donc si tu manges de la merde, t'as compris. Le point numéro 3, c'est bel et bien l'alimentation. Et accroche-toi parce que là, on va y aller de façon crue. L'alimentation a plus changé lors de ces 50 dernières années que depuis les 2000 dernières années. Le problème, c'est qu'on sait tous pertinemment ce qu'il faut plus ou moins faire. On sait globalement que les gâteaux industriels et les produits industriels, c'est pas terrible pour la santé. Pourtant, pourquoi est-ce qu'on le fait toujours? Les habitants des zones bleues, ils ont réussi à faire quelque chose. Déjà, ils refusent catégoriquement l'entrée des grands groupes industriels dans leur zone et ils ne mangent que des produits naturels, bruts et de saison avec des cuissons très particulières. À Okinawa, par exemple, ils ont une patate douce violette qui contient, tiens-toi bien, 150 fois plus d'antioxydants que la myrtille. En sachant que nous, en Europe, la myrtille, c'est vu comme un bijou pour la santé parce que les antioxydants, c'est ce qui va nous permettre de vivre plus longtemps en bonne santé.
En Sardaigne, ils vont faire une fabrication de pain au levain unique, puisque ce pain contient des lactobacilles qui va réduire la quantité globale de sucre ingérée lors d'un repas. Ça veut dire que toi, tu manges ton pain, mais eux, ils mangent leur pain qui est vachement optimisé pour leur santé et leur longévité. En Sardaigne, ils font aussi beaucoup de minestrone, comme on dit chez nous, avec des pâtes et des légumes, toujours avec des cuissons quasi ancestrales, à feu doux sur de longues durées. Je peux te dire que j'en mange chaque été, ça régale. Et surtout, là où en France on fait des 10 000 calories challenge et aux USA ça va être le concours à qui mange le plus de burgers, et ben dans ces villages, ils s'obligent à se lever de table toujours avec un petit creux. À Okinawa, au Japon, ils optent pour le hara-hashi-bu. Ça veut dire en gros, lève-toi de table toujours avec l'estomac rempli à 8 sur 10, de sorte à ne pas engendrer de prise de poids et surtout de problèmes de digestion. Et là tu vas te dire, mais pourquoi Flavio il est en train d'expliquer que potentiellement le documentaire est un peu biaisé? Je vais t'expliquer ça et après on passera au point numéro 4 au numéro 5. D'ailleurs, pense à t'abonner avant d'avoir fini le point numéro 3 pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le problème il est très simple et il saute aux yeux quand on le sait. Dans ce documentaire, on ne parle jamais de viande, de poisson et même à Ikaria en Grèce, on va nous conseiller de boire du vin. Et en fait, c'est complètement biaisé parce que si les Grecs peuvent boire du vin et vivre en bonne santé, c'est parce qu'ils sont très loin du stress, la terre est de bonne qualité et surtout, ils en boivent des quantités extrêmement raisonnables. La viande et le poisson sont d'excellents produits pour la santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 95% des gens mangent du poisson trop pollué ou de la viande industrielle. Tout comme la viande industrielle est extrêmement mauvaise pour la santé, le brocoli industriel est extrêmement mauvais aussi. En Sardaigne, par exemple, les gens consomment beaucoup de produits laitiers. Si tu es déjà en Sardaigne, tu sais que c'est vrai. Là-bas, les gens boivent beaucoup de lait de vache. Mais ils font ça de façon locale. Ils traient la vache et ils boivent le lait. Le problème, ce n'est pas le lait de vache, c'est d'où vient ton lait de vache, comment tu le consommes. Et j'ai un peu l'impression que Netflix a essayé de cacher ça parce qu'ils surfent sous la vague vegan, écologique, etc. Alors que en fait, ses habitants mangent beaucoup de viande et de poisson. En Sardaigne, par exemple, la charcuterie, c'est la deuxième religion. Et aujourd'hui, la plupart des études qui sont faites qui t'expliquent que la viande et le poisson sont mauvaises, sont faites avec des viandes et de poissons de mauvaise qualité, d'une part, mais d'autre part, sur des personnes en mauvaise santé. Donc non, si tu manges de la viande de qualité, non seulement tu ne vas pas avoir de problèmes de santé, mais en plus, tu vas améliorer ta santé. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Netflix n'a pas parlé de Singapour, cet endroit sur Terre où les gens vivent jusqu'à 85 ans et consomment entre 100 et 120 kilos de viande par an. Ça fait environ 300 grammes par jour. D'un côté, c'est ça qui est intéressant parce que sur les questions de longévité, l'alimentation fait débat. D'un côté, aux États-Unis, on a Dave Asprey qui a inventé le biohacking et qui mange de la viande et des produits laitiers, des œufs, etc. Et de l'autre côté, on a Brian Johnson qui lui veut rajeunir et vegan à 100%. Et finalement, ça justifie le fait que l'alimentation est beaucoup plus complexe que le sport ou la gestion du stress parce que ça dépend de tellement de facteurs. Quel est ton microbiote intestinal? D'où tu viens? Puisque les origines désignent aussi ce que tu peux digérer ou pas. La qualité de tes produits, est-ce que tu manges de saison? Qu'est-ce qu'il y a comme saison chez toi? Les cuissons que tu fais, etc. etc. J'ai l'impression qu'on peut être vegan et carnivore, vivre dans les deux cas jusqu'à 100 ans si on optimise vraiment tout. Même si, entre nous, il y en a quand même un qui t'aidera plus à vivre jusqu'à 100 ans. Donc autant le troisième point qui est l'alimentation fait débat, autant le quatrième point qui est le sport ne fait pas débat. En fait, dans la série, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on remarque que les gens font du sport comme des loisirs, mais surtout, ils marchent beaucoup. L'avantage de la marche, c'est que ça n'induit pas de fatigue neuronale, mais ça aide le corps à éliminer le gras. D'ailleurs, ça détoxifie le foie. Et ce qui est super intéressant, c'est que par exemple, en Sardaigne, les gens vivent dans des villages où en fait, même si tu marches, tu te tapes des montées, des descentes, des montées, des descentes. Et donc, toi, quand tu vas faire tes petits 10 000 pas, tu brûles 300 calories parce que tu marches sur une surface plate, eux, ils vont brûler 500 calories. Je suis allé à Lisbonne une fois, je peux te dire que les montées et les descentes, tu fais 10 000 pas, tu as brûlé 500 calories, donc tu brûles 200 calories de plus qu'un mec qui marche sur un seul plat. Ouais, sur 100 ans, je peux te dire que ça joue énormément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils renforcent leur cardio et leur masse musculaire. Renforcer le cardio te permet de vivre en bonne santé et la musculation te permet de vivre plus longtemps. Donc ils couplent les deux, ils vivent plus longtemps tout en restant en bonne santé. Et surtout, ils voient le sport comme un moment de plaisir et n'hésitent pas au quotidien à utiliser leur corps pour simplement bouger, le bricolage, s'asseoir sous position de squat. Et c'est ça en fait qui est la clé, c'est que les gens qui font du sport mais qui sont assis le reste de la journée ne sont pas des personnes sportives, ce sont des personnes sédentaires qui juste font un break. Or, si tu fais comme ces gars-là et que tu marches un peu tout le temps, que tu restes debout, que tu utilises tes mains pour faire des choses et que tu fais du sport, là tu es quelqu'un d'actif. Et le cinquième point, qui est super intéressant dans la série, c'est la religion. C'est vrai qu'on aurait pu parler du sommeil parce que plus de 8 Français sur 10 déclarent dormir moins de 7 heures et avoir des troubles du sommeil, ce qui est genre énorme. Mais c'est intéressant de voir que dans ces 5 zones bleues, tous sont très proches de la spiritualité. Bon, là aussi, j'ai l'impression que Netflix n'a pas trop voulu en parler, parce qu'en fait, ça parle beaucoup de religion finalement quand on les écoute. Le rapport à la spiritualité doit sûrement les aider à prendre plus de recul, d'avoir plus d'apaisement mental, de se sentir mieux dans leur corps et de pas juste paniquer à l'idée de mourir parce qu'ils s'imaginent une vie après la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que la question qu'on se pose, c'est mais est-ce qu'on peut créer une zone bleue dans une ville énorme comme Paris? Parce que d'un côté, il y a la pollution et il y a beaucoup de stress, mais de l'autre, à Paris, vous allez trouver tous les meilleurs aliments de France, parce que tout
est approvisionné à la capitale. On peut faire du sport, on peut méditer, on peut prier, on peut rigoler. Enfin, ça, c'est pas interdit à Paris. Donc en fait, c'est intéressant de jauger à quel point on pourrait créer des zones bleues dans certaines villes parce que ces gens-là ne connaissent ni le stress, ni vraiment la pollution. Et c'est ça qui est passionnant avec le sujet des zones bleues, c'est qu'il n'y a aucune vérité, on connaît tous un papy qui a fumé, qui a bu et qui a tenu jusqu'à 100 ans. Mais bon, c'est pas comme ça que tu vas créer un village entier de centenaires. Dans les années à venir, on va vivre une émergence de gens qui font tout pour vivre de plus en plus longtemps en meilleure santé et je suis quasiment convaincu que des gens vont tout faire pour créer leur propre zone bleue à eux. Mais je pense aussi que certains vont tellement tout faire pour l'optimisation de la santé qu'ils vont au final perdre des années de vie tellement ils vont être dans la suroptimisation. Parce qu'un truc dont on parle pas, c'est que par exemple demain tu vas au restaurant, tu te fais un kiff avec tes potes. Peut-être que pour ton corps c'est pas top, mais pour ton bien-être mental, le bien-être social, le fait d'être entouré de potes, de rigoler et tout, bah finalement c'est mieux que simplement de bien manger et de rester chez soi tout seul. Il y a plusieurs zones bleues qui peuvent être détectées dans les années à venir. J'ai ma petite idée, mais on en reparlera dans 3 ans. Pour t'abonner parce que je sais pas si ce sera dans 3 ans. Et ça va être intéressant de voir si les zones bleues présentes arrivent à se maintenir parce que parfois elles sont soumises aussi à la mondialisation, à l'arrivée de certains produits, du stress et de la pollution. Et donc, il ne faudrait pas que l'espérance de vie passe sous les 100 ans. Mets un like, abonne-toi, mets un commentaire et dans la description, le lien pour s'inscrire à ma newsletter. On parle beaucoup de biohacking, de comment vivre plus longtemps en meilleure santé et d'être plus performant au quotidien. C'est gratuit, c'est 2 fois par semaine. Abonne-toi et à très vite.